un plan social, les émotions en tant que vecteur principal de la transformation, de la conscience de soi, ne sont pas très valorisées ni même appréciées. Nous vivons dans une société de progrès, à tout niveau, mais où il nous est plutôt appris que l'émotion doit être gérée et maîtrisée car elle apporte du désordre dans l'ordre social. Qu'il existe des émotions positives et d'autres qui sont négatives. D'autres sociétés, par contre, ritualisent les moments plus difficiles de la vie et donnent entière place à l'émotion pour une guérison de l'individu et du collectif, les deux étant liés. De la même manière que positif et négatif sont liés, l'un n'existant pas sans l'autre, comme c'est le cas pour la nuit et le jour, l'ombre et la lumière, et donc la tristesse et la joie. Ce n'est que depuis des années récentes que les neurosciences et les sciences cognitives admettent l'importance de l'émotion dans la formation de la conscience. De nombreuses études et travaux de laboratoire ont été menés, notamment par le célèbre professeur américain de neurologie, psychologie et de neurosciences, Antonio Damasio. Les reconnaissances qu'il reçoit du monde scientifique et les nombreux prix qui mettent à l'honneur ses travaux sur la plasticité neuronale datent de fin des années 1990. C'est dire à quel point cette reconnaissance, au niveau scientifique, est très récente. Je vous invite à parcourir ensemble quelques-unes des observations découlant des recherches de Damasio. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imagine, il y a des personnes qui, pour prendre une décision, vont se dire « il faut que je sois le plus aligné possible ». Je respire pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'émotions possible et être le plus calme possible pour prendre la décision appropriée. Et finalement, ce qui a été prouvé, c'est que réduire de manière sélective l'émotion, c'est tout aussi préjudiciable pour la rationalité et le raisonnement que de prendre une décision sous l'influence d'une émotion excessive. C'est tout aussi préjudiciable. Finalement, lorsqu'il y a 5 siècles, François Rabelais formulait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ça signifiait un peu la même chose. Et comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion-là? Il existe différents stades de sommeil. Alors, un stade qui correspond à la somnolence, à de l'endormissement, un stade qui correspond à un sommeil plus léger, et des stades de sommeil plus profonds, où on retrouve notamment le sommeil onirique, celui où on rêve. Alors, dans les phases de sommeil où il n'y a pas de conscience de soi, eh bien, on constate qu'il n'y a pas d'émotion. Alors que dans le sommeil onirique, où une certaine forme, disons, de conscience de soi réapparaît, revient, eh bien, on identifie des expressions émotionnelles. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conscience de soi. Exactement. Pas d'émotion signifie pas de sentiment de soi, parce que le sentiment va naître de l'émotion, et pas de conscience de soi. Alors que si le chemin de transformation, c'est justement un chemin de transformation de conscience, c'est un chemin où on va évoluer en conscience, c'est un chemin d'élévation de conscience, eh bien, il ne peut pas se faire en rejetant, en niant complètement l'expression de nos émotions refoulées. Alors, imagine, je suis sur le trottoir, je m'apprête à traverser la rue. Et à ce moment-là, il y a un camion qui arrive à une vitesse fulgurante et qui klaxonne. Pour mon système nerveux, ça équivaut à danger maximum. Et danger maximum, ça signifie toute une série de modifications au niveau neurologique, au niveau hormonal, qui activent la chaîne musculaire qui me permet d'avoir le geste qui va assurer ma survie. Peut-être que je vais faire un bond en arrière,
même qu'après je vais me demander comment est-ce que c'est possible que j'ai pu sauter comme ça en arrière, sauf que ma vie a été préservée. Alors, ce geste, c'est comme un geste mécanique, c'est comme un geste archaïque, il vient en fait du cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la survie, il a 100 000 ans. Et face à un danger, le cerveau reptilien a 3 réponses possibles. Soit la fuite, et l'émotion qui est liée à la fuite, c'est la peur. Et c'est cette émotion-là qui me permet d'avoir peut-être ce mouvement, ce rebond, ce saut en arrière. L'autre solution possible, c'est l'attaque, et l'émotion qui est liée à l'attaque, c'est la colère. Bon, là, c'est probablement que je ne vais pas aller attaquer le camion. Mais la 3e solution possible, c'est le figement. Figement, ça équivaut à anesthésie totale, mes sensations, j'en ai plus, je ne ressens plus rien, rien ne bouge, et je fais le mort. Et c'est ça aussi, dans ce cas-là, qui me permet peut-être de ne pas faire le pas en avant, qui fait que j'aurais été écrasée par le camion. Donc, ces émotions sont automatiquement liées, sont directement liées à ce geste archaïque. Et si j'avais dû analyser la situation avec mon cerveau cortical, avec du rationnel, notre cortex, lui, c'est un cerveau qui a à peu près 40 000 ans. 40 000 ans par rapport à notre cerveau reptilien, qui est le plus ancien de nos cerveaux, qui lui a 100 000 ans, le cerveau de la survie. Eh bien, si j'avais dû analyser la situation avec mon cortex, le temps que l'analyse se fasse, j'aurais peut-être avancé, et aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous pour vous parler. Donc ça, c'est un geste qu'on fait de façon inconsciente. Oui, mais oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pourquoi Damasio en conclut également que lorsque l'émotion s'active de manière inconsciente, comme on l'a dit tout à l'heure, elle va déclencher toute une série de modifications biologiques, neurologiques et hormonales, grâce notamment aux IRM, ce qu'on appelle donc imagerie par résonance magnétique. Des tas d'études ont pu être faites sur les états de stress post-traumatique. Et ces études, elles démontrent que le cerveau des personnes qui ont été exposées à un événement traumatique et qui donc développent ce stress post-traumatique, eh bien, pour ces personnes-là, leur cerveau n'est plus du tout semblable à celui de personnes normales. Et quelle est la différence? Eh bien, il semble que le centre nerveux qui est responsable de l'émotion de peur soit hyper activé, alors que les centres qui seraient responsables de l'inhiber, eh bien, eux ne sont plus du tout aptes à la supprimer telle qu'ils le devraient. Finalement, en disant ça, Antonio Damasio rejoint les études de William Reich, qui était psychiatre et psychanalyste et qui, dans les années 1900, a défini l'inconscient corporel. Ok, Maria, tu pourrais nous en dire plus sur cet inconscient? Cet inconscient corporel, c'est une mémoire du corps. Elle est matérialisée par de l'énergie retenue et encapsulée dans les tissus, les muscles, les organes, les viscères. C'est Reich qui sera le premier à essayer d'identifier les traces physiques qui sont les conséquences des douleurs psychiques. Traces physiques, ça signifie tout ce que nous somatisons. Après, c'est jusqu'où on adhère à cela. Parce que pour certains, oui, un eczéma pourrait être la conséquence d'un souci psychique, oui. Et qu'en est-il d'un rhume? Est-ce vraiment uniquement parce que l'on a pris froid? Certains vont attraper une angine, d'autres n'attraperont rien du tout. Ou qu'en est-il, par exemple, d'un pied foulé accidentellement lors d'un exercice? Bon. Ou plus impliquant encore, qu'en est-il d'un cancer? Bon, revenons à la description de l'inconscient corporel. Donc, elle est décrite comme une mémoire du corps qui est matérialisée par de l'énergie qui est retenue et qui est encapsulée dans nos viscères, nos muscles, nos organes, dans les tissus. Mais en quoi consiste cette énergie? Qu'est-ce qui est compris dans cette énergie? De l'émotion.
Oui, exactement. C'est un lot d'émotions et de sensations retenues et qui vont provoquer des figements et des dissociations dans le corps. Prenons un exemple. Je suis un petit garçon ou une petite fille, bon, c'est pareil dans les deux cas au niveau de l'histoire, et mes parents se sont séparés. Disons que je suis une petite fille. J'ai 5 ans. C'est-à-dire que je suis en plein dans cette période oedipienne où les enfants s'interposent entre les parents et où, en tant que petite fille, je vais rentrer en rivalité avec ma mère et essayer de séduire et d'amadouer mon père. On est dimanche. Ce dimanche, je vais le passer avec papa. Et dans mon petit cœur d'enfant, moi, je m'en réjouis, parce qu'en raison du régime de garde, ça fait 15 jours que je ne l'ai plus vu, qu'il n'est plus venu me border dans mon lit. Sauf que ce fameux dimanche, à la maison, il y a une tierce personne, une femme. Autant dire que pour la petite fille que je suis, c'est une intruse, elle me vole mon père. C'est un choc, surtout si en plus je n'ai pas été prévenue. Alors, bon, il y a 2 solutions. Prenons le premier cas. En général, dès que je suis un peu trop dans l'émotion, mon père, lui, il a plutôt tendance à me dire « Calme-toi, calme-toi ». Ça te rappelle quelque chose? Ah oui. Alors, pour m'assurer l'amour de mon père, je reste fidèle à sa vision du monde. Je serai dorénavant impassible, n'exprimant rien. C'est un figement, mais c'est ma solution de survie à cet événement qui, pour moi, est traumatisant. Ça équivaut à un traumatique, ce choc-là. Une autre solution, moi je suis une petite fille plutôt vivante, et le stress que me crée cette situation fait qu'au contraire, moi j'ai encore plus envie de m'accaparer mon père. J'ai encore plus envie de le tenir, de l'avoir dans mes mains et de m'assurer que je suis la seule qui compte à ses yeux. Alors à un moment donné, je lui saute au cou en lui criant « Mon papa, je t'aime !» Et lui, ne sachant pas encore comment gérer cette relation à 3 avec cette nouvelle compagne, il retire mes mains et me dit « On ne parle pas comme ça à son père. » Évidemment, ça ne signifie en rien que mon père ne m'aime pas, mais dans mon cœur de petite fille, ça équivaut à une négation de mon impulse, de mon droit à aimer, à l'exprimer, à un rejet, à un abandon, à une trahison. À l'intérieur, c'est l'écroulement de mon être, c'est l'anéantissement de mon identité, et plus tard mon identité de femme. La structure de tout mon monde est affectée, mon monde affectif bien sûr, mais aussi ma capacité à contacter mes forces sexuelles et vitales, car c'est aussi l'impulse de la zone génitale durant la période oedipienne qui fait que je cherche à rentrer en contact physique avec papa. Et un lot d'émotions vont m'envahir, la tristesse de ne pas être accueillie, la colère sur le père et sans doute aussi sur la belle-mère, et la peur de les exprimer, ces colères-là, car je risque encore plus de ne pas être aimée. Ces émotions, donc, qui ne peuvent pas être exprimées, elles vont être refoulées dans l'inconscient, elles vont être retenues, littéralement encapsulées dans mes tissus et dans mes organes. Tu me suis? Oui, oui, tout à fait. Ok, Paula. Tu es d'accord que l'on se mette debout pour mieux comprendre ce que cela peut donner au niveau des traces physiques dans le corps? Oui, allons-y. Ok. Reprenons l'histoire. Donc la petite fille dit « Papa, je t'aime !» Et le résultat, c'est on ne parle pas comme ça à son père. Donc au niveau des mains, les mains vont se crisper, peut-être les épaules vont être crispées comme ceci, dans une position beaucoup plus surélevée. Et par la suite, ce que ça va donner, c'est que mes mains, c'est tout de même ma capacité à rentrer en contact avec le monde, à m'exprimer. À partir du moment où elles sont figées, et que cette zone ici, qui est la zone affective, est figée également, peut-être que plus tard, lorsque je cherche un travail, que c'est un travail qui me passionne vraiment, qui me touche, eh bien là, je ne sais pas aller me présenter chez l'employeur. Ma position corporelle va ressembler plutôt à ceci. Les mains complètement figées, ou au contraire complètement absentes. La zone génitale, comme on a vu, est impliquée également puisqu'il s'agit de mon impulse. Et cette zone, pareil, tout est figé. Au contraire, ça peut également donner une personne qui en veut. Donc toute la zone génitale est toujours là, mise en avant,
mais par contre, toujours complètement figé. J'en veux, mais je ne sais pas exprimer. Toute la zone affective est en arrière, et on retrouve cette dissociation entre sexualité et affectivité. Ma première relation de couple pourrait être une relation où je recherche que la sécurité, dans la tendresse, avec une image paternelle. Je deviendrais par exemple une mère de plusieurs enfants, mais à l'intérieur, je suis une petite fille sans maturité sexuelle en tant que femme. Émotion vient de émouvoir. D'après l'ancien français, motion qui signifie mouvement. Qui dit mouvement, dit changement. La nature de l'émotion, c'est donc d'être en mouvement pour produire un changement. On pourrait dire que tout ce qui aujourd'hui est stocké dans notre inconscient est lié à des émotions qui ont été arrêtées dans le cycle normal de leur mouvement. Il faut donc absolument un travail au niveau psychocorporel pour libérer la mémoire du corps. En approchant mes mains du champ énergétique d'une personne ou en les apposant sur le corps d'une personne, je peux ressentir la blessure de l'âme et la forme psychologique dans laquelle elle va se cristalliser. Cristalliser dans le corps. Commence alors un dialogue avec les ancêtres de la personne, avec sa lignée et avec l'inconscient. Je vais remettre en mouvement l'énergie des émotions cristallisées, ça c'est la libération du cerveau limbique, le cerveau mammifère, celui qui gère les émotions. Le geste qui n'a pas été libéré, ça c'est le cerveau reptilien, ou l'histoire qui n'a pas été accueillie. Cela amène alors à une prise de conscience de la face cachée de nos schémas répétitifs. Et surtout, ça ouvre les portes d'une nouvelle vision du monde. Ça, c'est la libération au niveau du néocortex, après l'expérience de libération de l'émotion et du geste. La conscience va naître de l'expérience. Pour ceux qui sont impliqués encore autrement dans leur transformation, le travail psychocorporel de groupe permet d'aller encore plus profondément dans la réparation. Car dans ce cas, c'est la communauté des hommes, c'est la communauté des femmes, c'est l'univers qui me reconnaît dans mon vécu. Et cela impacte encore différemment ma guérison. Donc si je retiens mes émotions, j'ai nourri mon stress. Absolument. Nous alimentons l'ancrage de nos dissociations. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l'émotion. Entendons-nous bien, l'expression des émotions, c'est un passage et pas une finalité. Ce n'est donc pas l'autre qui doit faire les frais de l'expression de mon émotion. L'autre ne doit pas être l'otage de tout ce qui n'a pas encore été réglé dans ma vie. Au fur et à mesure, et avec des cas pratiques, nous identifierons les processus qui nous libèrent et ceux qui nous maintiennent victimes de nos propres schémas. Un processus de transformation, c'est un chemin de conscience qui, avant tout, nous ramène à l'intérieur de nous, au cœur de notre être, et qui, de là, irradie en contact harmonieux avec nous, avec les autres et l'univers. C'est un chemin d'intégration qui a donc besoin de libérer le mouvement retenu du cerveau reptilien, l'émotion du cerveau mammifère et l'expression au niveau du langage traité par notre cortex cérébral. Nous réalisons alors le sens en conscience du chemin choisi par notre âme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Aksanti Channel pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Vous trouverez toutes les informations de notre site web, notre page Facebook, juste en dessous de cette vidéo. Si vous le souhaitez, partagez-y aussi vos commentaires et suggestions, et si c'est possible, nous pourrons peut-être les traiter dans une prochaine publication. À très bientôt.